Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Les travaux de construction de la route nationale Farana-Dabola sont lancés. C'est un chantier important qui doit faciliter la mobilité et les transactions sur le tronçon. La population remercie les autorités pour cette action. On va en parler tout à l'heure. Dans l'actualité encore, une délégation du Fonds de développement social et de l'indigence était à Kankan. C'est pour remettre les titres de prise en charge sanitaire à des malades indigents de la région. L'initiative fait des heureux et vous allez le voir. Et il sera question en fin de sport avec la finale d'un tournoi de football dans la localité de Wudoumakoro. L'événement a mobilisé une grande foule de supporters. Le renforcement de la paix et la cohésion sociale était au cœur des messages et des célébrations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'est donc un rêve vieux de plusieurs décennies qui se concrétise enfin. La route nationale 29, 109 km reliant Farana à Dabola et jamais bitumée depuis l'indépendance entre dans une nouvelle ère. Les travaux de construction viennent d'être officiellement lancés par le Premier ministre chef du gouvernement. Ce chantier stratégique est plus qu'une route, c'est un corridor d'espoir et de développement pour des milliers de Guinéens. Ousmane Bangoura. Depuis l'indépendance de la Guinée, la route nationale numéro 29, Farana-Dabola, n'avait jamais connu le bitume. Longue de 109 km, cette voie stratégique, longtemps symbole d'attente et de désenclavement inachevé, s'apprête enfin à répondre aux aspirations des populations riveraines. Après des décennies d'espoir, le coup d'envoi des travaux est donné. Une étape majeure, conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba, conformément à la vision du président de la République Mamadi Doumbouya, axée sur la modernisation des infrastructures et le renforcement de la connectivité nationale. Pendant des décennies, vous, population résiliente de Dabola et de Farana, avez exprimé une même aspiration, un même vœu légitime, voir enfin cette voie stratégique revêtue de bitume. Pendant des décennies, cette attente est restée sans réponse. Aujourd'hui, l'histoire tourne la page. Le gouvernement souligne l'importance capitale de ce axe routier, appelé à stimuler les activités économiques et à favoriser une meilleure intégration territoriale. L'importance de cette route pour le département, c'est quoi? Ça donne le choix aux Guinéens et nous, ça diminue la pression des routiers sur nos routes. Ça veut dire ça diminue le coût de l'entretien routier. La RN 29 relie deux territoires stratégiques de notre pays. Elle relie les bassins de production à des pôles de consommation. Elle relie le travail de nos paysans au marché. Elle relie les potentialités de nos régions à l'avenir de la Guinée. Dans cette zone d'influence, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, le riz, le fonio, les arachides et bien d'autres cultures nourrissent nos familles et soutiennent l'économie locale. Mais sans route, la richesse reste enclavée. Sans route, l'effort ne se valorise pas. Sans route, le développement s'arrête. Pour le Premier ministre Amadou Ouriba, ce chantier incarne la volonté du gouvernement de traduire en actes concrets les engagements pris en faveur du développement équilibré des régions. Aujourd'hui, je peux dire que la refondation prend vraiment le sens de sa profonde signification. Les routes, les infrastructures construisent le pays, mettent les hommes et les femmes en relation, mettent l'activité économique en phase avec nos ambitions, met le pays au centre d'un processus de transformation majeure qui fera que toutes les parties du pays en profiteront. Le programme que nous suivons, défini par le président Mamadi Doumbouya, de manière spatiale, c'est de faire que chaque capitale régionale soit reliée à toutes les capitales préfectorales. Vous avez, à travers Farana, Dabola, vous avez déjà la route Bisikrima-Dingirai qui est en cours de construction. C'est l'interconnectivité entre toutes les capitales préfectorales et la capitale régionale. C'est un objectif majeur. Autorités locales, population et partenaires techniques saluent une avancée décisive, un moment fort
chargé de symboles qui ouvrent la voie à un avenir plus accessible, plus connecté et porteur d'espoir pour Farana et pour toute la Guinée. Élection présidentielle 2025, la Guinée prépare le scrutin sous le regard attentif de la communauté internationale. À quelques jours de ce rendez-vous électoral, Conakry enregistre l'affluence des missions d'observation électorale. Dès leur arrivée, observateurs internationaux et nationaux ont pris part à une session d'information organisée par la Direction générale des élections. L'objectif d'outiller près de 10 000 observateurs sur les règles et principes de l'observation électorale en Guinée. C'est un reportage d'Amadou Touré et d'Abdul Razak Souma. Pour l'observation électorale du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025, la Direction générale des élections a enregistré plus de 10 000 observateurs internationaux et nationaux. Sur le plan international, ils sont envoyés par des organisations à laquelle la Guinée est membre, comme la Manoriva Union, la CEDEAO, l'Union africaine, mais aussi l'Organisation internationale de la francophonie OIF et d'autres structures d'observation électorale internationale. En plus de ces organisations, sur le plan local, plusieurs observateurs sont issus des organisations de la société civile. À quelques jours de la date du scrutin, la Direction générale des élections, dans le cadre d'une mise à niveau de chaque parti, a organisé cette session d'information et d'orientation sur les recommandations et interdictions d'un observateur électoral, selon le code guinéen. Les observateurs, par exemple, ne doivent pas rentrer dans un bureau de vote, poser des questions aux membres des bureaux de vote sur les candidats. Ils sont interdits. Ils peuvent s'informer si les délégués des candidats sont dans la salle. Mais ils ne peuvent pas aller dans le sens à poser des questions. Ils ne doivent pas s'immiscer dans le déroulé du vote dans un bureau de vote. Ils ne doivent pas s'immiscer également dans le dépouillement. Ils sont là, ils observent ce qui se fait, ils notent. En plus des informations et des orientations, cette session a aussi permis à la directrice générale des élections de passer en revue pour ses observateurs internationaux l'ensemble des étapes du processus d'organisation du scrutin présidentiel, mais également éclairer la lanterne des observateurs internationaux sur les innovations apportées par le code électoral guinéen. Il est interdit l'usage du téléphone, pas seulement du téléphone, de tout outil informatique qui peut photographier votre vote dans l'isoloir. Donc les téléphones sont admis à l'intérieur du bureau de vote, mais pas dans l'isoloir. Donc là où vous prenez votre bulletin, vous laissez votre téléphone au secrétaire une fois que vous avez fini d'accomplir le vote, parce que ça enlève le secret du vote et ça favorise aussi le rachat de conscience. Parce que si quelqu'un a promis de voter pour un candidat et qu'il dit « amène-moi les preuves », il rentre, il vote pour lui, il l'amène et il va sortir pour prendre. Pourquoi pas d'enveloppe? Parce que c'est un bulletin unique, sécurisé. On n'a pas besoin de mettre le bulletin unique dans une enveloppe. C'est si on avait plusieurs bulletins de vote, chaque candidat avait son don. Quand vous prenez 9 bulletins, forcément il faut que vous mettiez un bulletin de choix, de votre choix, dans une enveloppe et vous jetez les autres dans la poubelle. Mais la Guinée est sortie de ça il y a un peu plus longtemps. Nous faisons le bulletin de vote unique et je peux rassurer que nous avons l'un des bulletins les plus sécurisés quand même de l'Afrique. Cette rencontre a aussi été une occasion pour la Direction générale des élections de remettre à chacun des observateurs la lettre d'accréditation et le badge d'observateur leur permettant d'exercer en toute liberté leur mission. Et voilà qui nous amène à ce communiqué de la Direction générale des élections, DGE. La Direction générale des élections porte à la connaissance de l'ensemble des électeurs et citoyens guinéens que, conformément aux dispositions du Code électoral, notamment en son article 90, seuls les électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale et munis de leur carte d'électeur sont autorisés à prendre part au scrutin, et ce, exclusivement dans le bureau de vote auquel ils sont rattachés. À cet égard, il est rappelé avec insistance que tout autre document, quelle qu'en soit la nature, ne saurait conférer à un citoyen le droit de voter en République de Guinée. La carte d'électeur demeure ainsi l'unique pièce admise pour l'exercice du droit de vote lors des consultations électorales. La Direction générale des élections, en sa qualité d'institution garante de la bonne application du Code électoral et des textes connexes,
invite l'ensemble des citoyens, acteurs politiques, leaders d'opinion et usagers des médias à faire preuve de responsabilité et de civisme et à s'abstenir de toute communication ou initiative contraire aux procédures de vote prévues par la loi. La DGE demeure attachée à la promotion d'un climat électoral apaisé, inclusif et respectueux des règles démocratiques et réaffirme sa disponibilité à fournir toute information utile en vue d'un processus électoral transparent, crédible et accepté de tous. Conakry le 21 décembre 2025, la directrice générale, Madame Kamara Djenabou Touré. Mobiliser la jeunesse pour des élections apaisées, crédibles et inclusives, tel est l'objectif d'une rencontre d'échange tenue à Conakry à l'initiative du ministère de la Jeunesse. La rencontre a réuni des jeunes des différentes communes de la capitale autour de leur rôle dans le processus électoral. On fait le point avec Yara Diallo. À quelques jours de l'élection présidentielle du 28 décembre, les appels à la paix et à la cohésion sociale se multiplient. Le ministère de la Jeunesse réunit des jeunes venus de toutes les communes de Conakry pour échanger sur leur rôle et leur comportement en période préélectorale. Objectif: prévenir les tensions et promouvoir un climat de responsabilité citoyenne. Les jeunes sont partie intégrante du processus électoral. Quand vous partez au niveau des bureaux de vote, vous trouverez des jeunes qui contrôlent aussi le processus. Donc nous appelons les jeunes à observer la neutralité dans l'exercice de leur devoir citoyen, de ne pas céder à la provocation et surtout de véhiculer des messages de paix, tant au niveau de leur communauté, mais aussi au niveau de d'autres communautés dont ils ont accès. Cette mobilisation vise à outiller la jeunesse sur les enjeux de paix, de civisme et de participation responsable au scrutin présidentiel. Pour une élection présidentielle apaisée, nous réaffirmons notre volonté de contribuer à un processus électoral marqué par la sérénité, le respect mutuel et la tolérance. Aujourd'hui, la paix et la cohésion est dans nos fortes et nous devons la transmettre aux générations futures. C'est pourquoi nous devons œuvrer sans relâche pour la paix et la cohésion. Avec plus de 70% de la population guinéenne, le ministère de la Jeunesse, à travers la Direction nationale de la jeunesse et des activités socio-éducatives, mise sur leur implication active à tous les niveaux pour la réussite de l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Et pendant ce temps, à Kindia, la jeunesse se met au service de la nation. 100 jeunes volontaires ont entamé une formation axée sur le civisme et le dialogue communautaire. Une initiative portée par l'Agence nationale du volontariat jeune avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif est de former des citoyens engagés, conscients de leur rôle d'acteurs du changement au sein de leur communauté respective. Yaya Silla. Ces jeunes sont au nombre de 100 volontaires, désormais stagiaires pour une durée de 10 jours ici à Kindia. La formation commence dès à présent avec pour objectif principal transformer ces jeunes en agents de paix et de cohésion sociale. Cette formation n'est pas une simple activité. Elle est une réponse concrète aux besoins de la jeunesse guinéenne. Elle transforme les défis en opportunités, les opportunités en action. Ce projet dont l'objectif est de contribuer à la transformation sociale et économique durable en Guinée à travers la formation citoyenne, l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ s'engage à poursuivre ses efforts pour structurer, accompagner et promouvoir le volontariat à tous les niveaux. Pour y arriver, nous comptons sur l'appui des autorités, de nos partenaires et les collectivités. Porté par l'Agence nationale de volontariat jeune et soutenu par le PNUD, ce programme vise à préparer ces jeunes en acteurs de changement dans leur communauté. Dans quelques jours, vous serez déployés sur le terrain pour aller être des vrais prêcheurs pour la paix, pour aller sensibiliser la majorité des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'assister à une telle formation, pour que ces jeunes sachent qu'ils sont à la fois auteurs et défenseurs de la paix. Les thèmes qui seront enseignés sont entre autres la médiation sociale, la santé et le premier secours, l'entrepreneuriat et le coaching agricole.
Et puis c'est l'événement médiatique qui défraie la chronique de l'actualité économique et financière du continent. La publication des résultats du grand jury du prestigieux magazine africain Financial Afrique qui a dévoilé son classement 2025 des 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Et à l'annonce de ce classement révélateur, le pays, la Guinée, à travers son ministre de l'économie et des finances, s'est illustré de la plus belle des manières. Le ministre de l'économie choisi pour être parmi les grandes personnalités qui transforment l'Afrique en 2025. Mamadi Gassama. Mourana Souma, classé parmi les 100 personnalités qui font bouger l'Afrique. Un classement rendu public par le magazine économique panafricain Financial Afrique au compte de l'année 2025. Je suis particulièrement honoré par cette distinction que je mets d'ailleurs à l'honneur de M. le Président, M. Mamadi Doumbouya, qui a cru en moi, qui m'a permis de conduire la politique économique de notre pays durant près de 2 ans. Que cela soit donc apprécié au niveau d'instances internationales, je ne peux que me réjouir, puisque au-delà de ma personne physique, c'est l'image de refondation prônée par M. le Président qui est en jeu. Et aussi, c'est le fruit d'un travail d'équipe qu'il faut également saluer avec le soutien de M. le Premier ministre, avec le soutien de l'ensemble des ministres composant le gouvernement. Dans cette édition, Mourana Souma se distingue également dans la catégorie des 5 meilleurs ministres africains de l'économie et des finances. Cette reconnaissance place le représentant de la Guinée parmi les profils jugés les plus influents dans la conduite des politiques économiques en Afrique au cours de l'année écoulée. Une distinction qui obéit à un certain nombre de critères. Le premier élément, c'est la notation. Et il vous souviendra que la Guinée, sous le leadership du président M. Mamadi Doumbouya, vient pour la première fois de 67 ans d'existence de la Guinée de faire cette notation inaugurale et qui nous a donné une note de B+, avec perspective stable. Le deuxième critère, c'est le niveau de l'endettement. À ce que je sache, le taux d'endettement de la Guinée est l'un des plus maîtrisés d'Afrique. Avant le rebasage, nous étions à 45%. Avec le rebasage, nous sommes à 29%. Le troisième critère, c'est le niveau de croissance économique. En 2025, nous sommes attendus à 7,1. Comme le quatrième critère, c'est le niveau de l'inflation. Le cinquième point, c'est le leadership. Le leadership, c'est une appréciation bâtie sur quelques éléments quantitatifs et donc là aussi, et qui permet d'évaluer la prouesse en termes, par exemple, de mobilisation. À ce titre, Mourana Souma intègre le cercle restreint des décideurs dont l'action est perçue comme contributive aux transformations en cours sur le continent. Merci à Mamadi Gassama. On va parler maintenant de la traque à la fraude et à la corruption dans le secteur de l'électricité en Guinée. Le ministère de l'Information et de la Communication et la Direction générale de l'EDG conjuguent leurs forces. 40 journalistes des médias publics et privés sont actuellement en formation. Ils renforcent leur connaissance des techniques de détection, d'information et de sensibilisation contre la fraude. Abakar Ami Kamara et Terno Younoussaba. Le gouvernement a engagé des réformes et des refontes importantes pour contrer l'obscurité et gagner la bataille de l'électrification de la Guinée. Pour y arriver, la lutte contre la fraude s'impose avec acuité. Les médias publics et privés ont un rôle important à jouer, d'où la tenue de cette rencontre. Ici, plusieurs thématiques sont au programme, dont le journalisme des solutions, les techniques d'investigation et entre autres. Nous avons pensé justement travailler à sensibiliser, non seulement mais aussi à outiller les journalistes sur les techniques de détection, de sensibilisation, mais aussi d'information dans la lutte justement contre ces travers. Et nous sommes sûrs que ceux qui sont là sont représentatifs de la presse et qu'au sortir de cette rencontre, nous allons enregistrer, à mon avis,
des succès par rapport à la mise en œuvre de vos projets et programmes. L'occasion était bonne pour la direction générale de l'EDG qui a appuyé la présente formation de mettre l'accent sur le rôle des médias dans la résilience du secteur. On est des vecteurs qui sont suffisamment outillés en termes d'information pour éviter que les situations ne soient hors de contrôle. Donc c'est pourquoi nous faisons beaucoup de sensibilisation pour que tout ce qui consomme l'électricité comprenne de plus en plus qu'il s'agit d'un produit marchand et qu'il faut le payer. L'autre sensibilisation, c'est par rapport à certains comportements. C'est les branchements illégaux, les branchements clandestins. Avec vous, les hommes et les femmes de médias, je pense que si nous sensibilisons, ça peut aider à faire changer de comportement. Notre rôle dans cette thématique, c'est bien la sensibilisation. Nous devons sensibiliser les clients de l'EDG à s'acquitter de leurs factures, à lutter contre la corruption, à dénoncer les agents de l'EDG qui viennent pour faire des branchements clandestins. Cela pourrait aider à l'EDG de renflouer ses caisses. Autant dire que la formation des journalistes reste et demeure un maillon important dans le dispositif de lutte contre les entraves liées au secteur de l'électricité en Guinée. Au même moment, la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, de rapprocher les soins de qualité de l'intérieur du pays prend corps à Bagnan, dans le Sankara. Un centre de santé amélioré, flambant neuf et entièrement équipé vient d'être inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour les populations de cette sous-préfecture, l'accès aux soins n'est plus un parcours du combattant, mais bien une réalité qui réconforte. C'est un reportage sur place de Tierno Maroufba et Mohamed Mpati Kamara. Ce vieux bâtiment colonial servait de pôle de soins dans la commune rurale de Bagnan. Avec la démographie, l'État en partenariat avec la Banque islamique de développement avait lancé sa rénovation et son extension. Quelques mois après, de nouveaux bâtiments sont construits et équipés. Aujourd'hui, l'édifice abrite un centre de santé amélioré. L'infrastructure est composée d'un bloc opératoire, un laboratoire, une pharmacie, des salles d'hospitalisation, une salle d'échographie et une maternité. Cette réalisation contribue de manière significative à l'amélioration de la couverture géographique des services de santé et répond aux aspirations des populations à bénéficier de soins de qualité. Réalisé dans les normes sanitaires requises, le centre de santé amélioré de Bagnan est aussi doté d'une morgue. L'idée vise à rapprocher les offres de soins en zone rurale. Aujourd'hui, avec ce centre de santé amélioré, une femme pourra accoucher dignement, librement. Ce sont des soins de proximité que vous avez ici. Et c'est ça l'objectif. C'est cela le message du chef de l'État. De rapprocher les soins de santé de qualité des populations. À l'image de Bagnan, plusieurs localités du pays autrefois en manque de structures sanitaires adéquates sont aujourd'hui dotées de structures sanitaires. Cette décentralisation dénote la vision du président de la République matérialisée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cancan vient également de vivre un moment d'humanité exceptionnel. Une délégation du Fonds de développement social et de l'indigence était sur le terrain, je le disais au sommaire, au cœur de la mission, la remise officielle de titres de prise en charge sanitaire à des malades indigents de la région. Une politique sociale impulsée par le chef de l'État pour garantir l'accès aux soins des couches les plus vulnérables de notre pays. Moussa Kouyaté. La région de Cancan a constitué l'avant-dernière étape de cette campagne de remise des titres de prise en charge sanitaire aux malades indigents. Ici au siège régional du Fonds de développement social et de l'indigence, les statistiques annoncées sont satisfaisantes. Depuis l'avènement du CNRD, le 5 septembre 2021, à nos jours, près de 10 000 malades indigents ont bénéficié de la prise en charge sanitaire intégrale. Derrière ces chiffres, ce sont des vies sauvées, des familles soulagées et des dignités restaurées. Je remercie effectivement et infiniment le général Mamadi Doumbouya, le président de la République, pour son courage, pour son humanisme
et pour son sens de responsabilité face aux différents problèmes socio-professionnels. Je suis très content et très fier de bénéficier aujourd'hui de cette prise en charge. Car ça fait des années que je suis dans cette situation. Je souffre d'une nécrose de la tête féminine. Les autorités ont salué l'engagement social du chef suprême des armées en faveur des plus démunis. Et les gens qui ont bénéficié sont des gens qui sont dans une position très difficile, de précarité, de difficulté, de santé. C'est un grand ouf de soulagement aujourd'hui pour nous en tant qu'autorité parce que ces gens, ils en ont effectivement besoin. La prise en charge sanitaire veut dire tout simplement que le président veut que votre vie soit protégée et que votre vie soit améliorée et que vous vous sentez comme les autres dans notre société. Nous prions Allah le Tout-Puissant pour terminer de bénir la Guinée. Contrairement aux autres régions, ici à Kankan, les albinos sont nombreux parmi les bénéficiaires, ce qui signifie surtout que le président Mamadi Doumbouya est à l'écoute de toutes les couches. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale vient également de lancer à Kassa une vaste opération de paiement de 3 mois d'allocation sociale en faveur des populations vulnérables de l'île. Une action à fort impact social destinée à soulager les ménages en situation difficile et à matérialiser surtout la volonté des autorités de mettre l'aide publique à la disposition des communautés les plus enclavées. Ce programme s'inscrit dans le cadre du guichet choc alimentaire financé par le Fonds monétaire international. Diana Yansane. Une importante délégation de l'ANIES s'est rendue sur l'île de Kassa dans le cadre de la poursuite des opérations de transfert monétaire en faveur de 783 ménages vulnérables. À Kassa comme à Fotoba, chaque ménage bénéficie d'un appui de 750 000 francs guinéens. Il s'agit du 9e transfert monétaire au profit de ces populations. À travers ces opérations de transfert monétaire, l'ANIES apporte des réponses concrètes et immédiates aux difficultés sociales aggravées par la hausse du coût de la vie. En renforçant le pouvoir d'achat des ménages, l'État guinéen, à travers l'ANIES, aide les bénéficiaires à faire face aux effets de l'inflation en facilitant l'accès aux produits de première nécessité. Ce que le président a fait pour nous, c'est du jamais vu ici à Kassa. À 70 ans de ma vie, je n'ai jamais reçu un don venant d'un président. Du coup, je ne vais jamais me fatiguer de remercier le président Mamadi Doumbouya. Avec ce type d'initiative, l'ANIES s'affirme comme un outil stratégique de l'État guinéen pour promouvoir l'inclusion sociale. Dans l'actualité encore, Conakry accueille le tout premier forum ouest-africain des femmes vivantes avec un handicap. Pendant 48 heures, des participantes de la sous-région échangent sur leurs défis quotidiens. L'idée est de briser le silence et d'interpeller les décideurs sur les discriminations qui persistent encore. On fait le point avec ça, Alou Diombuno. Célébrer la femme est devenu une habitude, mais donner la parole à la femme vivant avec un handicap demeure encore une initiative rare. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, ces femmes se retrouvent autour d'un forum qui leur est entièrement dédié. Un espace d'expression, de plaidoyer et de partage d'expériences. Le forum représente pour moi une très grande victoire. Nous avons mis cette initiative en place depuis septembre 2023. Nous nous sommes battus et c'est vraiment une fierté, une grande réussite ce forum première édition Roufa. En Guinée, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, les femmes vivant avec un handicap représentent environ
1,3% de la population féminine. Les personnes en situation de handicap demeurent encore confrontées à de nombreuses discriminations et inégalités socio-économiques. Ces inégalités se traduisent notamment par un accès limité aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, la protection sociale. La Guinée dispose d'un cadre juridique visant à protéger et à promouvoir les droits des personnes handicapées. L'inclusivité est au cœur même de la Constitution. La Constitution est allée plus loin et a reconnu que les valeurs culturelles soient respectées. Mais en débat, toutes les valeurs culturelles qui forment des stéréotypes en faveur ou contre à l'encontre des personnes handicapées. À travers ce forum, les participants espèrent faire entendre leur voix et impulser des actions concrètes pour une Afrique de l'Ouest plus inclusive et plus équitable. Et c'est ce qui nous amène à la signature de convention entre l'Institut de recherche agronomique de Guinée et une université indienne, un programme de transfert de compétences et de réseautage pour qualifier le personnel des chercheurs. Il s'agit surtout d'un plan d'action de professionnalisation afin de mieux répondre aux attentes des producteurs. Fodé Camara. Une passerelle de coopération vient d'être ouverte entre l'Institut de recherche agronomique de Guinée et une université indienne. Une convention de partenariat qui met un accent particulier sur le renforcement de capacités pour la maîtrise des outils de mise en œuvre de l'agriculture de pointe. In Guinée-Conakry, first and foremost, à l'issue de cette convention, nous avons eu un étudiant de l'Irak pour la thèse doctorale en agriculture et nous voulons poursuivre la formation des cadres de l'Irak et des cadres du ministère de l'Agriculture de la Guinée de façon générale à travers l'Irak. Renforcer la capacité du personnel de l'Irak va dans le sens de booster le capital humain de l'Irak. Et booster le capital humain de l'Irak va également aussi dans le sens d'améliorer la qualité de nos semences. D'une durée de 5 ans, cette convention va permettre au personnel de l'Institut de recherche agronomique de Guinée de suivre des cours de master et de doctorat de haut niveau en recherche-développement. Principal résultat attendu, la qualification continue du personnel des stations et des centres régionaux de recherche agronomique. Nos attentes par rapport à ces partenariats, c'est tout d'abord la mise en réseau. L'Irak va se trouver dans un réseau de chercheurs, dans un réseau de laboratoires, dans un réseau de producteurs de semences certifiés. L'Irak pourrait désormais rehausser le niveau de recherche pour amorcer le développement agricole en République de Guinée. Conformément au plan d'action de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, cette convention va profiter à une dizaine de chercheurs pour répondre aux besoins de semences améliorées, de gestion de la fertilité des sols et même d'amélioration des pratiques d'élevage. Et c'est dans ce contexte que le secteur avicole guinéen se dote de nouveaux experts. 20 formateurs issus des 4 écoles nationales d'agriculture et d'élevage viennent de boucler une formation de 3 ans. Ce programme est le fruit d'une synergie entre le ministère de l'élevage et celui de l'enseignement technique. La cérémonie de remise des diplômes, symbole de cette réussite, s'est déroulée dans la sous-préfecture de Bofa. Marie-Angélique Bangoura, Aminata Kourouma. Dans la préfecture de Bofa, à 145 km de Conakry, précisément à Koba-Tetema, 20 formateurs ont séjourné durant 4 années pour se former aux bases de l'élevage avicole. Cette formation a été rendue possible grâce au PEFAG, projet d'appui aux fondamentaux et aux filières avicoles de Guinée. Pour sa première phase, le projet livre aujourd'hui sa première promotion de formateurs, désormais prêts à servir au sein des écoles nationales d'agriculture et de l'élevage de Guinée. Nous essayerons de capitaliser ces efforts dans nos différentes structures. Nous essayerons de les pérenniser afin que la profession de l'agriculture soit une profession professionnelle de qualité pour enfin booster les productions. Ce sont les formateurs des ENAE qui sont ciblés par le PEFAG pour bénéficier
des modules de formation que eux, à leur tour, ils doivent donner aux agriculteurs sur le terrain. Et ces agriculteurs ont effectivement besoin d'être formés. La mise en œuvre de ce projet a bénéficié de l'appui de partenaires clés, notamment l'Agence française de développement, aux côtés d'autres partenaires techniques et financiers. Leur accompagnement, soutenu par une expertise française reconnue dans le domaine avicole, a permis d'assurer une formation de qualité. On est parti vraiment des compétences nécessaires pour être un bon aviculteur et petit à petit, via des apports et le partage d'expérience, on a construit des déroulés pédagogiques et des supports pour former plus tard les aviculteurs en Guinée. Il est programmé qu'au niveau de chaque région, qu'il soit tenu 2 sessions de formation de 25 aviculteurs. Alors si vous faites le total, ne serait-ce que pour l'année prochaine, nous serions dans 50 au niveau de chaque région, multiplié par 4. Issu de 4 NAE du pays, cette première promotion constitue un acquis majeur pour la Guinée, dans la perspective de renforcer durablement l'expertise nationale et de dynamiser le secteur de l'élevage. Les cadres du ministère des Mines et de la Géologie se sont récemment retrouvés à Conakry. Des échanges importants autour des grands projets miniers et de renforcement des capacités opérationnelles en matière de recherche géologique. C'est une réorientation nécessaire pour mieux valoriser le patrimoine national. Maïmouna Bella Diallo. À la Direction nationale de la géologie, l'approche est nouvelle. C'est un partage d'expériences sur l'histoire et les défis de la géologie. Une approche participative permettant d'enregistrer des résultats conformément à la lettre de mission assignée à cette direction stratégique du ministère des Mines. La journée récréative, nous avons le panel dedans. C'est pour renforcer l'esprit d'équipe et la fraternité au sein de la Direction nationale de la géologie. C'était un honneur de venir ici partager avec les ingénieurs géologues de la situation, l'historique, les défis, les perspectives de la recherche géologique. Mais surtout de la formation et puis de la diversification de méthodes de recherche en Guinée pour diversifier un peu les méthodes d'exploitation des ressources minières guinéennes. Les travailleurs venus des différentes directions du département des mines et de la géologie sont satisfaits de l'initiative. La rencontre vise à renforcer les capacités opérationnelles des cadres dans la recherche géologique. Il était nécessaire qu'au moins une fois dans l'année, qu'on se trouve une journée où on pourrait se réunir entre cadres, entre collègues pour échanger de nos acquis, projeter l'avenir, tirer les leçons de nos erreurs et pouvoir passer des moments de convivialité, vraiment d'amitié. Ce panel nous a permis d'avoir beaucoup d'expérience et de connaître l'historique d'abord du ministère des Mines et ensuite de la Direction nationale de la géologie et celle des mines aussi. La Guinée, un véritable scandale géologique dans un contexte de refondation. Le renforcement de capacités des cadres est une priorité. Dans le reste de l'actualité, l'Office guinéen des parcs et réserves de faune intensifie ses efforts pour protéger l'intégrité de ses ressources naturelles. Dans cette bataille pour la préservation, le gouvernement canadien apporte un soutien déterminant en faveur du parc national du Mouin-Bafing. Les représentants des préfectures de Mamou et d'Abola étaient en conclave, une rencontre pour définir les politiques efficaces de gestion et de conservation des ressources naturelles. On fait le point à Mamou avec Mamadou Paté Baldé, notre correspondant sur place. La gestion durable des ressources naturelles du parc national du Mouin-Bafing mobilise le gouvernement et ses partenaires. Dans le but d'accompagner l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune dans la protection de l'intégrité de ce patrimoine, l'IPADI échange avec les agents conservateurs de la nature, des autorités, élus locaux et services judiciaires des préfectures de Mamou et d'Abola sur la question. Notre ambition, c'est effectivement qu'à la fin du projet,
que le gouvernement guinéen, à travers l'Office national des réserves et faune, soit capable d'assurer l'ensemble des activités qui ont été menées durant l'existence du projet. C'est aussi de permettre à l'ensemble des ministères sectoriels de pouvoir s'approprier de ce que nous avons fait durant la mise en œuvre du projet. L'ambition de l'IPADI est d'amener ces acteurs à la mise en place des pratiques innovantes afin de renforcer la surveillance et la protection des écosystèmes. C'est une potentialité aujourd'hui qui dépasse notre attendement. Ce que nous avons vu, les espèces que nous avons retrouvées, le nombre de plantes que nous avons retrouvées, les espèces vivantes qui sont dans le parc, nous devons nous donner à fond pour protéger ce parc. Cette initiative portée par l'Office guinéen des parcs nationaux de réserve de faune, avec l'appui du projet Femmes Pro Forêt, s'inscrit dans une dynamique nationale de préservation de notre patrimoine naturel. Face à ces menaces, nous devons agir avec rigueur et solidarité. Dans le but d'atteindre les objectifs visés, des messages de sensibilisation ainsi que l'élaboration de plans d'action opérationnels ont été réalisés avant cette rencontre de 3 jours à Mamo en vue de protéger ce patrimoine commun à nous tous. Retour à Conakry, à Kaloum, l'ONG Entreprendre Ensemble redonne le sourire aux enfants déshérités. Vivre, non-vivre et autres cadeaux ont été distribués à l'occasion des fêtes de Noël. Un geste de solidarité vivement salué par les bénéficiaires. Alpha Isiagaba, Maïmouna Bella Diallo. C'est une journée historique pour les enfants déshérités. Plus de 1000 tout petits vulnérables bénéficient des larges gestes de l'ONG Entreprendre Ensemble. Le geste de solidarité s'inscrit dans une vision plus large pour soutenir ces enfants défavorisés. On a une majorité qui viennent des orphelinats, donc on a les enfants atteints d'albinisme également, on a les sourds-muets, on a aussi donc des enfants, comme je le dis, qui viennent depuis Koya jusqu'à Conakry et qui viennent d'écoles publiques. C'est vraiment ceux que nous appelons à partager un moment festif avec eux, avec des cadeaux éducatifs, des cadeaux ludiques qui leur permettront d'entamer l'année 2026 dans un esprit serein et nous partageons tout l'amour que nous avons pour eux. Le geste est d'une haute portée sociale. Il a permis de redonner du sourire à ces enfants défavorisés de Conakry. Offrir une journée comme ça pour les enfants en termes de cadeaux, en termes de nourriture, mais aussi de loisirs, ils ont eu droit aux jeux et à des ateliers de fabrication. Cela vraiment rentre en droite ligne de l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'épanouissement des enfants. Parce que quand vous prenez la question de l'enfant, c'est comment prévenir les problèmes liés à leur existence, donc tout ce qui est protection, mais aussi il faut valoriser leur bien-être. Ce geste de l'ONG Entreprendre Ensemble n'est pas nouveau. Chaque année, l'ONG fait des heureux. Cette assistance constitue la 8e édition. Et puis le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix mène une campagne de porte-à-porte dans les communes de Lambani, Sanoya et Tombolia, une éducation civique de terrain qui vise à toucher 6000 concessions réparties dans 12 quartiers. L'ambition est de provoquer une prise de conscience et un changement de comportement pour des élections paisibles en Guinée. Abdul Karim Kamara. Malgré des années d'efforts pour la préservation de l'unité nationale, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix ne dort pas sur ses certitudes. Cette année encore, les femmes de cet espace prennent leur bâton de pèlerin à l'occasion de la présidentielle du 28 décembre 2025 en Guinée. Ici à Conakry, leur sensibilisation vise à éduquer et mobiliser les citoyens sur les enjeux spécifiques pour une prise de conscience et un changement de comportement. On a toujours eu beaucoup de violence dans les joutes électorales. Alors, ce passé-là, il faut que nous en tirions les leçons. Ça ne sert à rien du tout de se bagarrer pour aller faire un choix. Dans 3 communes de la capitale, à savoir Lambani, Sanoya et Tombolia, les campagnes de sensibilisation du REFMAP axées sur le porte-à-porte prendront place avant l'élection présidentielle. Une population non sensibilisée est en danger. Mais le fait qu'ils viennent nous sensibiliser, nous parler et nous conscientiser, nous fait comprendre déjà qu'il ne faut pas accepter de se faire manipuler par quiconque ou alors provoquer des problèmes après les élections.
Au cours de cette campagne, plus de 6000 concessions réparties dans 12 quartiers seront directement touchées par les messages de paix, de tolérance et de responsabilité citoyenne. Notre engagement ne fait pas défaut. On peut vous donner avec garantie, moi dans mon quartier, que vraiment les élections se passent dans les meilleures conditions et sans problème. J'ai déjà sensibilisé tous les chefs secteurs à accompagner l'équipe de sensibilisation pour la paix dans les foyers, dans les ménages. Après 25 ans dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits, le REFMAP compte toujours sur l'implication des femmes dans la préservation de la paix avant, pendant et après chaque élection. La caravane nationale de paix initiée par le Mosacode a récemment entrepris un périple impressionnant. Vous allez le voir dans la préfecture de Kouroussa. La mission est allée sensibiliser la population du district de Wassaya aux enjeux de la paix et de la cohésion sociale en cette période électorale. La démarche satisfait les citoyens qui s'engagent en faveur d'un scrutin sans violence. Mahmoudou Silla et Marwan Kamara. Pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale, aucun obstacle, aucune distance ne semble arrêter l'équipe du Mosacode à l'intérieur du pays. Il a fallu pour la mission parcourir des kilomètres de routes parfois difficiles, une traversée du fleuve Niger à bord des bacs pour atteindre le district de Wassaya, sous-préfecture de Bamfele, préfecture de Kouroussa. L'objectif est clair, toucher les zones les plus enclavées du pays pour garantir un climat électoral apaisé. Nous sommes sortis le Mosacode, sillonné dans toutes les régions pour y montrer au peuple guinéen qu'on est sorti, on a besoin de la paix et de la quiétude. Ce vote, on souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions. Sous les arbres, sages et autorités locales se joignent à la délégation pour multiplier des échanges directs avec la population de Wassaya. Les messages portent sur la préservation de la quiétude sociale et le respect des différences. Demander Dieu afin qu'il y ait vraiment la paix sociale et l'entente entre les fils et filles du pays. À chaque prière, nos imams sont en train de donner les prières pour que la paix soit en Guinée. Il n'y a pas autre chose ici, c'est seulement la paix. Cette journée éducative est suivie par des prières et bénédictions. Parmi les vœux formulés, le maintien de la paix en cette période électorale et le souhait de voir le district de Wassaya érigé en sous-préfecture. La préfecture de Mamou marquera la 7e étape de cette tournée nationale du Mosacode. Merci à Marwan Kamara. Tenu à Kalako, dans la préfecture de Forekaria, d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran. C'est une initiative des citoyens de la localité en collaboration avec les hommes en tenue basés à Kalako. Des bénédictions ont été dites pour les dirigeants du pays, la paix, le renforcement du vivre ensemble et pour que le processus électoral se passe dans la sérénité. Le point avec Moussa Bangoura et Sidiki Sissé. Les cérémonies de prière et de lecture du Saint-Coran se multiplient partout dans le pays. Ici à Kalako, commune rurale de Kaléa, à Forekaria, sages, jeunes, femmes et agents du groupement des forces spéciales basés dans la localité sont mobilisés. Ils prônent la paix, le vivre ensemble, le développement et la stabilité en cette période électorale. Nous avons organisé cette lecture du Saint-Coran pour apporter la paix et la quiétude dans le pays. On remercie le bon Dieu pour qu'il accorde la paix et sa divinité pour la Guinée. Ça, c'est l'initiative venant de la communauté. Faire la lecture de Saint-Coran au nom du président de la République. Le travail qui a été fait pour eux, vraiment, ils sont reconnaissants. Le message que je voulais passer à la population de Kalako, les biens faits du président de la République, de prendre soin. Le Coran a été lu plusieurs fois. Des bénédictions ont été formulées pour le peuple de Guinée, pour le président de la République et son gouvernement, mais également pour que ces échéances électorales se passent dans les conditions les meilleures. L'élection présidentielle, c'est dans quelques jours. C'est pourquoi on s'est réunis pour lire plusieurs fois le Coran, pour nous préserver de tout. À travers cette rencontre religieuse, des mots de reconnaissance et de remerciement ont été adressés au président de la République pour la construction
d'une cité moderne pour les citoyens de Kalako. Une cité qui comprend près de 50 bâtiments, une école et une mosquée. Les religieux restent donc mobilisés à travers des cérémonies de prière et de lecture du Saint-Coran. À Kaloum, c'est l'association des jeunes et femmes de la mosquée Marbadi qui vient de boucler plus d'un mois de pénitence. Durant cette période, ils ont imploré la grâce de Dieu pour que l'élection présidentielle se déroule dans la paix et dans la quiétude. Alpha Isiagaba. Parallèlement à la campagne présidentielle sur l'ensemble du territoire national, les ambassadeurs de la paix poursuivent leur bénédiction pour la fin heureuse de cette transition en Guinée. À Sandrevalia, dans la commune de Kaloum, ils avaient rendez-vous avec l'association des jeunes femmes de la mosquée Marbadi, où celle-ci a organisé la cérémonie de clôture de 40 jours de jeûne, de lecture du Saint-Coran pour la paix dans le pays. Cette organisation a pour objectif de réunir les musulmans de tous les côtés pour implorer la paix pour ce pays-là. Invité d'honneur de cette cérémonie, le président et doyen des ambassadeurs de la paix en Guinée a invité les Guinéens à la fraternité et au respect des principes et règles qui régissent notre société. En ma qualité de président des ambassadeurs de paix et le doyen des ambassadeurs de la paix en République de Guinée, au nom de mes collègues, nous vous disons merci parce que nous avons lancé en République de Guinée que tous les ambassadeurs de paix n'ont qu'à organiser la prière avant, pendant et après cette élection pour que la paix règne dans notre pays. On remercie Eladji Guériba Diaby avec tout son courage. Quelqu'un qui a fait plus de 30 ans et quelques à l'étranger, il gagne cette bénédiction qui n'est que l'institution de la paix, qui a pensé à sa nation, le faire rentrer en Guinée. En toute vérité, on prie pour Guériba Diaby. Cette initiative des religieux qui gagnent du terrain est hautement appréciée dans le pays. Un mot de sport et nous allons prendre tout de suite la direction de Woudoumakoro qui vient de connaître la finale de la 3e édition du tournoi de football doté du trophée Khalil Sako. Devant un public enthousiaste, l'équipe Rafa Moussa s'est imposée face à KS Academy sur le score étriqué d'1-0. Un rendez-vous sportif placé sous le signe de la cohésion sociale et de l'unité, marqué par la présence des autorités locales de Kinyeran et Koundian. Moussa Komara. Une ambiance des grands jours à Woudoumakoro, un village de Kinyeran où le football est plus qu'une passion. Sur ce terrain de proximité, deux équipes s'affrontent pour soulever le trophée Khalil Sako, symbole d'engagement et de fair play. Notre passion ici à Woudoumakoro, depuis les années 70, c'est le football. Nous sommes à la 3e édition de ce tournoi. Chaque année, 310 millions de francs guinéens sont nécessaires pour l'organisation de ce tournoi. Notre espoir est de voir inscrire cette compétition dans le cadre des tournois amateurs de la Fédération guinéenne de football. Cela permettra de repérer les talents pour le football de haut niveau. Cette 3e édition, qui a mobilisé 8 équipes, s'est jouée sur plusieurs terrains des sous-préfectures de Kinyeran et de Koyan. Après des semaines, l'équipe de KS Academy en zone est opposée ici à celle de Arafa Moussa sous le regard attentif des supporters et responsables locaux enthousiasmés. Tout ce qu'il fait comme ça, alors c'est une fierté, non seulement pour sa communauté, et devant aussi les autorités, il vient en appui à l'autorité. J'annonce officiellement aujourd'hui que je crée le club de football de Woudoumakoro, Football Club de Woudoumakoro, combat affilié à la fédération guinéenne pour faire le championnat guinéen. Première mi-temps équilibré marqué par un jeu technique et discipliné, le match s'emballe en deuxième période. Un coup de pied arrêté du numéro 10 de FC Arafan permet de prendre l'avantage et de conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Nous, on avait un seul objectif dans ce tournoi. C'était de partir avec le trophée et on l'a fait.
Nous remercions les organisateurs. Ça a été une belle aventure pour nous. Aucun incident n'a été signalé durant cette 3e édition. Chaque équipe répare avec un prix, une enveloppe. Rendez-vous est donné pour l'année prochaine pour développer le football à la base. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.